Dimanche 7 novembre 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française. Merci de nous choisir pour vous informer. À la une des actualités de ce jour, l'aéroport d'Ivat a accueilli ce jour le premier vol de la compagnie Madagascar Airlines dans le cadre de la réouverture des frontières malagasy à la zone Europe. Madagascar Airlines va pour l'instant se limiter à une fréquence de 2 vols par semaine afin de mieux gérer l'accueil des passagers, souligne le ministre du Transport Tinuca Roberto. Tout passager doit présenter un test négatif au Covid avant de pouvoir sortir de l'hôtel où il sera confiné. Plus de détails dans ce reportage de Fingessé Namiré. Madagascar Airlines a transporté 240 personnes à bord de l'avion affrété par la compagnie nationale. Cet avion a atterri à l'aéroport international d'Ivat ce jour vers 8h30. C'est également le premier vol opéré par Madagascar Airlines suite à la réouverture des frontières malagasy à la zone Europe. Les mesures restent les mêmes que lors de la réouverture de nos territoires à l'océan Indien, notamment le test à l'arrivée, le confinement à l'hôtel jusqu'au résultat négatif du test. Ces mesures ont été prises dans l'intérêt commun qui est de limiter la propagation du Covid-19 à Madagascar. Perlette, un des passagers, affirme avoir attendu la réouverture des frontières malagasy depuis 2 ans. Conformément aux mesures imposées par l'État malagasy, elle s'est soumise au test à l'arrivée et va se confiner en attendant le résultat. C'est totalement normal et justifié que Madagascar impose ces conditions, affirme-t-elle, à l'instar de nombreux pays, d'autant plus que c'est pour l'intérêt de la population malagasy pour les protéger contre la Covid-19. La compagnie Air France, quant à elle, a transporté 400 personnes à bord de son avion qui a atterri à minuit 40. À l'instar de la compagnie nationale, Air France se limitera également à 2 vols par semaine, d'après les explications apportées par le ministre du Transport. Les touristes reviennent peu à peu suite à la réouverture des frontières de Madagascar aux pays de la zone européenne. Madagascar est une destination sûre, a tenu à rassurer le ministre du Tourisme aux touristes ce jour à l'aéroport d'Ivat. Toujours un reportage de Fingessé Namiré. Ces 2 frères, des touristes français, attendaient depuis longtemps la réouverture des frontières malagasy. Ils ont envisagé depuis octobre de venir à Madagascar, mais ont été empêchés par la fermeture des frontières. Des touristes. Hein. Ouais, tout va bien, ouais. On va découvrir Madagascar. Moi, c'est la première fois que je viens. Je suis venu avec mon frère qui, lui, est déjà venu ici. Ça fait la 3e fois qu'il vient. Je dis on devait venir au mois d'octobre, en fait. Octobre-novembre. Mais vu avec le corona, enfin, il n'y avait pas de vol ici, donc voilà. Donc on attendait. Et là, c'est arrivé. Mais c'était pas évident de prendre un vol. Hein, parce que dis donc, on a choisi en fait la compagnie parce qu'il y a quelqu'un qui avait de la place. Air France était blindé. Et encore là, on est venu en classe affaires. Parce qu'économique, il n'y en avait pas. Donc voilà. On a pris ce qui était libre. C'est surtout ça en fait pour venir en vacances. Ouais. Puis après, on reprend l'avion. On reprend l'avion mardi pour aller sur l'île de Nosy-Be. Le ministre du Tourisme, Joël Randjiamanjantou, a souligné qu'il ne faut pas attendre l'année 2022 pour mettre en place une politique pour attirer les touristes, mais l'on devrait plutôt profiter de la fête de Noël et des fêtes des fins d'année. Ce dernier a également tenu à rassurer les touristes de la sûreté de destination de Madagascar. La haute ville de la capitale est en pleine préparation en prévision de la saison des pluies. Les zones où les éboulements sont à craindre ont été délimités. Aucun ménage ne sera évacué sauf en cas de forte précipitation. Un reportage de Sylvain et Sechenjianab. 270 maisons de la partie ouest et 350 de la partie est de Manzakamiadan à la haute ville sont classées zone rouge en termes d'éboulements. Ces zones ont été délimitées dans le cadre de prévention, mais également afin que les concernés puissent prendre leurs décisions concernant une possible évacuation ou un déménagement. Le BNGRC dispose de 400 lieux d'évacuation en cas d'urgence. Le BNGRC est également en pleine restructuration des systèmes d'évacuation à l'heure actuelle. Le respect des mesures imposées par les responsables sont des moyens pour réduire les dégâts des éboulements et des inondations, affirme le BNGRC. Ils sont actuellement en visite dans la ville d'Antananarive pour détecter les zones à risque et solutionner les problèmes. La commune urbaine d'Antananarive va recruter 175 policiers municipaux et sapeurs-pompiers pour cette année, étant donné que l'effectif de ces derniers ne correspond plus à la situation actuelle. Reportage.
La moyenne est actuellement à 1 sapeur-pompier pour 8000 personnes pour la ville d'Antananarive. De même pour la police municipale qui ne compte que 358 éléments, ce qui est loin de la norme pour une ville et encore moins pour une capitale. Cette situation se fait directement sentir sur terrain lors des cas d'urgence. Des efforts sont déjà fournis en termes d'infrastructures, notamment la correspondance entre ces derniers et la capacité de travail. Néanmoins, pour renforcer l'effectif actuel, la commune urbaine d'Antananarive va recruter 100 sapeurs-pompiers et 75 policiers municipaux. Il y aura donc un concours avant la formation militaire, d'après les explications apportées par le chef de corps. La réception des dossiers prendra fin le 3 décembre à Nalakil et seuls ceux qui correspondent aux critères seront sélectionnés. Les fast-foods font partie d'Antananarive actuellement. Le marché est encore ouvert d'après ceux qui exercent dans ce secteur, interviewés par nos journalistes. Les consommateurs, eux aussi, augmentent de jour en jour. Les fast-foods sont même devenus une habitude pour certains. Plus d'informations dans ce reportage. En une année, les fast-foods sont parvenus à occuper une grande part de marché dans la ville d'Antananarive. Même les fast-foods étrangers ont percé. Le système des fast-foods qui correspondait totalement à la situation sanitaire de la pandémie de Covid-19, notamment à travers les livraisons. D'après les statistiques d'un site en 2019, 58% des Tananariviens sont des habitués des fast-foods. Un taux qui ne fait qu'augmenter jusqu'ici. Le tarif minimum est de 10 000 lariars, mais peut atteindre les 60 000 lariars. Mais le marché des fast-foods représente également un marché pour les producteurs locaux. Ce fast-food étranger, par exemple, ne consomme que des produits locaux, typiquement malagasy. Concernant les actualités internationales au Nicaragua, l'opposition bâillonnée, absence d'observateurs indépendants, médias internationaux interdits d'accès au territoire, le président Daniel Ortega a totalement verrouillé le scrutin qui doit se dérouler dimanche au Nicaragua. Un reportage de France 24. Daniel Ortega est adolescent lorsqu'il prend les armes pour la première fois. Nous sommes dans les années 70. Il rejoint les rangs du Front sandiniste de libération nationale, un mouvement de gauche qui lutte contre le dictateur au pouvoir, Anastasio Somoza. Après des années de combat, en 1979, les révolutionnaires font tomber la dictature. Ortega participe au gouvernement de transition. 5 ans plus tard, il est élu président. Malgré de nombreuses politiques sociales, l'amélioration de la liberté de la presse ou encore l'abolition de la peine de mort, une contre-révolution est lancée dans le pays, soutenue par les États-Unis. Le Nicaragua sombre dans la guerre civile, les pénuries se multiplient, l'inflation explose. En 1990, Ortega est finalement battu dans les urnes face à Violeta Chamorro. 10 ans plus tard, il troque ses vêtements militaires contre des chemises blanches et ses slogans marxistes se transforment en un agenda économique libéral. Il obtient un deuxième mandat en 2007, marqué par une forte croissance économique et de nombreux investissements étrangers. Vamos a continuar haciendo de Nicaragua un modelo de solidaridad. Ortega s'accroche au pouvoir inlassablement. Il fait réécrire la Constitution, supprimant notamment la limite des mandats successifs, ce qui le mène à une 4e victoire présidentielle en 2016. Porque la paz hay que defenderla continuamente, hay que renovarla continuamente. Y aquí tenemos hoy un ejército para la paz. Une paix qui ne fait finalement pas long feu. En 2018, des manifestants protestent en nombre à Managua, opposés à une réforme de la sécurité sociale. La répression est sanglante, plus de 300 manifestants abattus, des milliers blessés, au moins 100 000 personnes fuient le pays. Depuis, et plus que jamais, Ortega et ses proches font tout pour rester au pouvoir, quitte à faire arrêter et emprisonner tous les potentiels adversaires à la présidentielle. Plus de 50 ans après qu'Ortega a pris les armes contre un dictateur, il est aujourd'hui accusé d'en être lui-même devenu un. La résidence de Mustafa Al-Kadhimi a été la cible d'une attaque dans la nuit de samedi à dimanche. Le Premier ministre, qui n'a pas été blessé, appelle au calme alors que le pays est traversé par des profondes divisions liées aux résultats des dernières élections législatives. Toujours un reportage de France 24. Quelques heures à peine après l'attaque contre son domicile, le Premier ministre irakien apparaît à la télévision. À mon peuple partout en Irak, à tous ceux qui se sont inquiétés ce soir. Ma résidence a été la cible d'une lâche attaque.
Mais Dieu merci, je suis en bonne santé. Les attaques lâches à la roquette et au drone ne construisent ni patrie ni avenir. La résidence du Premier ministre irakien a été visée par un drone piégé cette nuit. C'est la première fois que le domicile de Mustafa al-Kazimi, un indépendant, ancien chef des renseignements et soutenu par les États-Unis, est visé par une attaque. Celle-ci n'a pas été revendiquée, mais elle intervient dans un contexte de tension en Irak. Ce samedi à Najaf, dans le sud du pays, ces hommes portent les cercueils de manifestants morts à Bagdad. Ils défilaient parmi les partisans de la branche politique des Hashd al-Sha'b, une coalition de milices paramilitaires pro-iraniennes qui a vu ses résultats fondre lors des élections législatives du 10 octobre. Les Hashd al-Sha'b ont lancé plusieurs sit-ins dans la capitale irakienne pour dénoncer le résultat de ces élections qu'ils jugent frauduleuses. Vendredi, le leader de l'une des plus grandes milices de la coalition a fait cette mise en garde prémonitoire contre une tentative des renseignements irakiens d'attribuer au Hashd al-Sha'b un bombardement sur la zone verte de Bagdad, le quartier ultra sécurisé où se trouve le domicile du Premier ministre irakien. Au Texas, un mouvement de foule a provoqué la mort d'au moins 8 personnes vendredi lors du festival Astroworld organisé par le rappeur Travis Scott à Houston. Toujours reportage de France 24. Un concert à guichet fermé dans une ambiance festive. Mais derrière, en plein milieu de la foule, un massage cardiaque, des personnes inconscientes. Quelques mètres plus loin, des blessés sont évacués sur des civières dans un état grave. Il y a plusieurs morts. Le show, lui, se poursuit comme si de rien n'était. Les ambulances tentent de se frayer un chemin au milieu de la foule. Nous sommes en début d'après-midi, hier, dans la ville de Houston, au Texas, lorsqu'un célèbre festival de musique débute dans cette salle de la ville. Au moment de l'ouverture des portes, les spectateurs se bousculent, certains tombent à terre. La sécurité semble déjà dépassée. Autour de la scène, une marée humaine, 50 000 personnes rassemblées pour le concert de Travis Scott, un rappeur américain connu dans le monde entier. Le concert bat son plein lorsqu'un mouvement de foule se produit. La foule a commencé à se comprimer vers l'avant de la scène et cela a provoqué une certaine panique et causé des blessures. Des gens ont commencé à tomber, à perdre connaissance et cela a créé une panique supplémentaire. Le bilan fait état de 8 morts et de plus de 200 blessés. Un enfant de 10 ans est toujours ce midi entre la vie et la mort. Et c'est également avec ce reportage que se termine l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité et passez une excellente soirée sur Viva.